Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Jérôme Boulon, je suis le patron de la société Neovad et je suis accompagné de Martin Dargent, qui est le patron de la société EasyVirt, que nous avons la chance de distribuer sur le territoire français. Je vous remercie tous de participer à ce webinaire d'information. Je vais vous faire une très rapide introduction sur qui est Neovad et je laisserai la main à Martin pour se présenter. Le sujet étant le cloud, les VM, le data center, comment on peut migrer ces VM dans le cloud, combien ça coûte, aussi bien dans votre data center que dans le cloud. Et donc, rapidement, Neovad est un distributeur de solutions logicielles. On est un distributeur à valeur ajoutée, on existe depuis 5 ans et j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Normalement, ça devrait être bon. Et nous agissons dans 3 secteurs. Martin, tu me confirmes que tu vois bien mon écran? Oui, oui, je vois bien. Ouais, je vois bien. D'accord, ok. Donc, nous avons 3 activités en termes de gamme de produits. Une activité autour de l'expérience utilisateur. C'est pour mesurer la qualité de service apportée à vos utilisateurs, faire détecter les incidents, détecter le troubleshooting, identifier l'origine des problèmes, monitorer des temps de réponse au niveau de l'utilisateur, faire des tests de charge, dimensionner une infrastructure. Pour ce faire, on propose 3 éditeurs. Un qui est américain qui s'appelle Lakeside Software, qui va permettre de faire ce qu'on appelle du Workspace Analytics, donc vraiment d'analyser précisément comment travaillent vos utilisateurs et comment évolue le niveau de satisfaction et comment réparer automatiquement des problèmes. Itexis qui va permettre de monitorer des temps de réponse de chaîne applicative, donc vraiment basé sur ce que voit l'utilisateur et de faire des tests de charge. Et Good Meeting, qui est une solution de réservation de salles de réunion qui est de plus en plus répandue, que ce soit dans les collectivités ou les grands comptes, qui est une société française, de même que Itexis. Sur la partie sécurité, qui est le deuxième axe de développement chez nous, nous proposons des solutions d'audit, de traçabilité d'accès à vos données, de compliance, de classification de vos données avec Netflix, qui est un des leaders sur ce sujet de l'audit, classification, traçabilité de vos données. Signet, qui est une plateforme autonome de réponse à des attaques, tout type d'attaque, aussi bien sur des fichiers, sur des process, sur de la mémoire, etc. Donc, Signet est une société israélienne qui est vraiment dédiée sur la cybersécurité. Retarus, qui est le leader allemand sur la sécurité de votre messagerie. Donc, c'est de l'anti-spam, pour faire simple, en mode SaaS, qui va permettre de sécuriser, de contrôler un petit peu tout ce qui se passe sur votre boîte électronique. Ça, c'est sur cette partie sécurité. Et enfin, sur le cloud et le data center, nous proposons Cato Networks, qui est un éditeur ou plutôt opérateur d'origine israélienne, qui est de plus en plus connu, qui va permettre d'interconnecter vos sites à l'étranger lorsque les clients ont des branches, donc un siège social des branches à l'étranger. Ça va vous permettre d'éviter de prendre des MPLS, de faire du SD-WAN. Et maintenant, le Gartner appelle ça le SASE, le Secure Access Service Edge. Donc, interconnecter tous vos sites où qu'ils se trouvent et vos utilisateurs nomades à un backbone mondial qui va vous permettre un accès très rapide à des services cloud, à Office 365 ou à votre data center, de manière complètement sécurisée, en apportant des services de visibilité, de firewall, d'anti-malware, d'IPS, etc. Donc, Cato, c'est une société qui se développe également très vite chez nous. Et enfin, EasyVirt, dont on va vous parler tout de suite, qui est un éditeur français. Donc, vous voyez, on a un patchwork d'éditeurs aussi bien français, américains qu'israéliens. Et EasyVirt a une solution très novatrice, a reçu pas mal de prix. Ils sont basés à Nantes. On apprécie vraiment la relation. Ils ont une très, très belle technologie qui existe depuis pas mal de temps, mais qui gagne vraiment à être connaître. Donc, je vous remercie de participer à ce webinaire. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans la petite boîte d'échange qui est prévue à cet effet. Et puis, sans plus tarder, je passe la main à Martin, que je remercie chaleureusement pour sa participation à ce webinaire. À toi, Martin. Merci beaucoup, Jérôme. Tu me passes la main, je vais partager mon écran. Merci pour la Alors, présentation. tac, je te désigne comme présentateur. Voilà. C'est gris.
Hop. Où est-ce que je... Alors attends, parce que Ouais, tu me l'as donné là. parce qu'il y a deux Martin d'argent en Ouais, fait, c'est pour je ça. montrais mon écran. Ouais, je sais pas pourquoi il y en a deux, parce que je me suis connecté comme Voilà. ça. Mais... Ça y est, c'est parti. C'est bon? Super. C'est bon. À toi de Bonjour à jouer. tous. Martin Dargent, cofondateur de la société EasyVirt. Ce que je vous propose aujourd'hui, le sujet est intéressant, c'est combien coûte vos VM dans le cloud. On verra qu'on a une démarche qui est intéressante et je vais rentrer dans le sujet assez vite. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter EasyVirt, pourquoi on a développé le logiciel DCScope. Et pour bien comprendre notre solution, je vous ferai une petite démonstration sur notre VM DCScope pour vraiment toucher du doigt la pertinence de la solution et ce que ça apporte. Je dis toujours merci à toute l'équipe Neovat qui parle, comme l'a fait Jérôme, qui nous parle beaucoup de nous. On est, comme l'a dit Jérôme, une société française. On signe de plus en plus de références. On développe notre notoriété, mais par rapport aux grosses sociétés américaines, on a besoin encore de travailler le sujet. Donc, n'hésitez pas à parler de nous et à tester nos solutions. Pour bien connaître notre histoire, en fait, nous, on est une société qui s'est créée en 2011, donc on n'est plus vraiment une start-up, on est plutôt une société innovante. Mon associé Jean-Marc travaille depuis plus de 20 ans sur l'optimisation des data centers. Et en fait, en 2009, il avait gagné le prix de la croissance verte numérique avec une solution qui permet de déplacer les machines virtuelles en fonction des besoins pour avoir le minimum de serveurs physiques allumés et pour optimiser la consommation électrique. Donc, on a créé en 2011 sur cette très belle idée la société. Ce que je raconte toujours, c'est qu'on a gagné plein de concours, c'était super, mais on vendait absolument rien, ce qui est beaucoup moins sympa. On vendait rien parce que on intéressait les services achats, les services développement durable, mais dès qu'on était confronté aux services informatiques, ce qui compte, c'est le niveau de service. On le sait bien, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne bien, il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Et l'appareil électrique, c'est qu'une toute petite part et c'est pas forcément l'enjeu premier. Donc, c'était pas la bonne approche. Donc, entre 2011 et 2015, on a fait énormément d'audits, on a analysé beaucoup le marché, ça nous a permis de gagner notre vie. Hein. Et le constat qu'on a fait, c'est ce qu'on verra un peu plus loin, c'est que tout le monde s'est virtualisé, c'est pas une grosse surprise. Tout le monde, la plupart des gens, quand on est virtualisé, on est sur du VMware. Et dès qu'on a beaucoup de machines virtuelles, et beaucoup, ils commencent autour de 30-40, si on n'a pas un outil au-dessus du vCenter de VMware, on constate qu'il y a des VM qui tournent pour rien, des VM surdimensionnés. En bref, en fait, on pilote pas sa virtualisation, on pilote pas son cloud privé, ni son cloud public, et on n'a pas les indicateurs qui permettent de bien décider quelle est l'activité et l'usage de nos VM. Depuis 2017, depuis qu'on a pivoté et commencé à développer des CSCOP, on est en très forte croissance. Là, la solution que je vais vous montrer, c'est la 7.3. Et là, ce qui fait la force de notre solution, c'est qu'on a appris notre erreur de départ. On n'est pas parti d'une bonne idée, là, on est vraiment parti dans des CSCOP que des cas d'usage et que des besoins de nos clients. Vous verrez, tout ce que je vais vous montrer, c'est des besoins qui nous sont remontés de nos clients, qu'on a intégrés dans la solution, avec comme objectif, parce que ça c'est toujours simple et facile à utiliser. On a des clients maintenant dans tout secteur, on a plus d'une centaine de références en France et on commence à en avoir en signé à l'étranger. On a des hébergeurs qui utilisent la solution pour eux ou pour leurs clients, des collectivités, des banques, du retail, du transport, vraiment tout type de clients, ce qui est assez intéressant. Même j'ai toujours, on a le musée du Louvre ou le centre Pompidou comme client. C'est assez atypique. Et on développe notre réseau de partenaires en France et à l'étranger depuis plusieurs années maintenant. Et on commence à signer des beaux partenariats avec pas mal de comptes. Je vais très vite. On est très proche, comme je vous disais, on veut être très proche du besoin. Donc, on est très proche de la communauté VMware, donc ce qu'on appelle les VMUG ou les UserCon. C'est donc toutes les associations autour d'utilisateurs VMware. Donc, on a participé à tous les salons l'année dernière. Cette année, il y en a un petit peu moins. Et on était même présent au VMworld. Pour ceux qui sont déjà allés au VMworld, c'est un événement énorme. Il y avait plus de 20 000, il y a toujours plus de 20 000 personnes. Et on était le seul éditeur français présent avec un stand au VMworld. Pour être transparent, au départ, on ne pensait pas pouvoir se payer tout de suite un stand au VMworld. Mais heureusement, on a été identifié comme New Innovator, qui nous a permis d'avoir un stand très très bien placé au VMworld et de signer pas mal de contrats derrière. Le constat qui est partagé par tous, et surtout quand on en revient sur le sujet du cloud aussi, c'est, comme je disais, c'est que les VM, la virtualisation au sens large, elle n'est pas bien pilotée.
on voit qu'il y a des VM qui tournent pour rien, qui sont inutiles, qui sont mal dimensionnés. On n'a vraiment aucune visibilité réelle sur ce qui est l'usage de nos machines virtuelles. Quand est-ce qu'elles tournent vraiment fort? Quel est vraiment l'usage? Sur la capacité, quand je pose la question comment vous faites du capacity planning, généralement on dit à la boule de cristal, les gens qui sont honnêtes, souvent c'est au doigt mouillé à la louche, parfois au fichier Excel. Finalement, on n'a pas d'outil simple, efficace qui permet de faire du capacity planning et de vraiment décider est-ce que j'ai besoin de racheter, pas de racheter, ou même de déporter de la charge sur du cloud. Il n'y a pas ces éléments-là. En bref, on manque d'informations précises et vraiment factuelles pour prendre des décisions. Et on verra que sur le sujet du combien nous coûtent nos VM ou même le cloud, c'est super important de savoir en interne, est-ce que ma VM, elle est bien dimensionnée? Est-ce que ma VM, je suis capable de l'arrêter ou la redémarrer? Est-ce que ma VM, ça a du sens de la mettre dans le cloud? Parce que c'est pas forcément judicieux de mettre dans le cloud public. Des fois, ça coûte, même très souvent, ça coûte beaucoup plus cher. Et surtout, si on fait en lift and shift, si on change pas du tout son IaaS. En bref, on va permettre, l'outil DCScope va permettre de donner tous ces indicateurs précis qui vont vous permettre de piloter et de prendre les bonnes décisions. Et donc là, nous, notre positionnement, c'est de fournir un outil simple et efficace qui te permet de piloter et de prendre les décisions, piloter la virtualisation sous VMware. Nos points clés différenciants, c'est que, donc déjà, on a une solution très complète. Vous allez voir, je vous dis, on a la version 7, on a énormément rajouté de fonctionnalités tout en restant facile d'utilisation. Il y a du capacity planning, il y a du troubleshooting, il y a de l'optimisation, il y a du pricing, on a de l'alerting aussi, on a vraiment tout ça. Je vais plus zoomer aujourd'hui sur l'aspect coût et optimisation, parce que ça, c'est des sujets qui sont très, très importants pour quand on veut savoir combien nous coûtent nos VM et combien on pourrait gagner aussi, aller ailleurs. On a 5 points clés différenciants, j'en ai rajouté un petit sixième pour aujourd'hui, mais notre solution, elle est très, très facile à installer et à utiliser. Si jamais on a un try and buy de 30 jours, vous l'installez, c'est un OVA qui va se connecter au vCenter, à plusieurs vCenter, ou alors à des ESX autonomes. Et une fois qu'on est connecté, ça s'installe en un quart d'heure. On obtient une clé licence, une clé produit, vous nous envoyez la clé produit, on vous envoie une clé licence provisoire, et c'est déjà opérationnel. Un point qui est peut-être technique, mais très important, c'est que nous, on va stocker tous les compteurs qui sont utiles aux analyses avec une très, très forte granularité. On va garder la granularité à la minute. On est l'outil qui garde la granularité la plus fine dans le temps. Il faut savoir que VMware avec le vCenter, ils agrègent la donnée très rapidement au bout de l'heure, la journée, etc. Donc les courbes qui sont dans le vCenter, c'est des courbes moyennes. Donc avec ces courbes-là, on est incapable de savoir quelle est la réelle activité de ces VM. Et donc c'est simple, on ne peut pas savoir si vraiment elle est inutile, pas inutile, etc. Donc nous, on garde une granularité très très fine dans la durée. Et ça, c'est peut-être technique, mais c'est très très important pour la suite. Vous verrez qu'on a une solution qui est très intuitive avec très peu de paramétrage. Quand je vais faire la démonstration, nous, ce qu'on veut, c'est qu'en 2 clics, on soit capable de décider j'ai un nouveau projet, est-ce qu'il tient dans mon infrastructure ou pas? Combien me coûtent mes VM? Je clique et j'ai tout de suite l'information. J'ai déjà dit, le point 4, c'est qu'on est développé avec des besoins clients et vraiment, ça, c'est très important. Toutes les fonctionnalités dans la solution sont des fonctionnalités utiles. On n'a pas fait des choses pour faire joli. Bon, il y a des choses qui sont jolies, mais en plus, elles sont utiles. Un point qui est très important aussi, c'est que tous nos clients nous ont témoigné le fait qu'ils ont eu un retour sur investissement rapide. Le retour sur investissement, il s'explique comment? C'est que, la solution, finalement, elle n'est pas très chère en coût complet, c'est-à-dire que comme elle est facile à mettre en œuvre, facile à utiliser, et que le coût de licence est relativement faible, déjà le coût d'investissement est faible, mais derrière, on va avoir des gains parce qu'on va optimiser, on va gagner des capacités, on va éviter de racheter des serveurs, on va gagner beaucoup de temps sur la prise de décision, sur la communication en interne ou vers l'externe. Et dernier point, on a une solution qui est totalement agnostique. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas lié avec VMware, on n'est pas lié avec les clouds publics, on est lié avec personne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les données, vous avez bien compris, on les analyse et on rend l'intelligence derrière. Et on va être capable de dire, oui, ça a du sens d'aller là, oui, ça nous coûte ça en interne, il faut peut-être mettre ça ailleurs. Ou alors non, ça n'a aucun sens, ça coûte beaucoup plus cher d'aller dans le cloud public parce que si on est sur du IaaS pur, par exemple, souvent ça coûte beaucoup plus cher. Je l'ai déjà dit, on a une version d'essai 30 jours. Alors, juste, elle est gratuite 30 jours.
sauf que le module Cloud Pricing, c'est le sujet que nous avons, vous verrez qu'on va être en capacité d'analyser tout dans l'infrastructure, mais le module Cloud Pricing, c'est un module qui est optionnel et qui n'est pas gratuit dans le free trial, parce que sinon, on a beaucoup de gens qui prendraient juste l'essai gratuit et on ne gagnerait pas beaucoup d'argent en fait. Donc ça, c'est un module qui dépend en fait, qui est utilisé par nos partenaires pour faire des audits et des analyses. Si on prend notre sujet, le sujet du jour, combien coûtent vos VM dans le cloud? Déjà, pour se situer dans le contexte, nous, aujourd'hui, là, je ne vais pas vous parler du SaaS. Le SaaS, on va mettre des messageries dans le SaaS, on va mettre des outils CRM, etc. On va prendre des solutions SaaS. C'est un choix, mais c'est pas finalement, on sait combien on paye, c'est nos abonnements, c'est pas un souci. On va plutôt vous parler du IaaS et du PaaS aujourd'hui. Et on va parler également du cloud privé, public ou hybride, en sachant que nous, avec nos analyses, on verra qu'on a déjà des convictions sur des choses qui ont du sens ou pas de sens. Après, on pourra les partager sur les questions, mais on verra que c'est important. Et notre approche, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que il faut être clair que c'est très important de savoir, d'avoir une approche, il faut bien connaître ses usages pour être en capacité de décider. Nous, moi, on participe depuis des années au salon du CRIP, les responsables informatiques et de production. Il y a 5 ans, moi j'ai un client pour pas citer qui est venu nous voir il y a 5 ans, ils ont c'est bien votre solution, mais nous notre direction générale a décidé de tout mettre dans le cloud public. Bon, très bien, on m'a dit bah c'est très bien. Et dans ce cas-là, ils sont revenus l'année dernière nous voir en disant ben en fait on a un gros souci, c'est que ok on avait décidé à 50 de tout mettre dans le cloud public. Finalement, cette année, on se rend compte qu'on n'en a mis que 10% dans le cloud public, que ces 10% nous coûtent très cher, et en plus, on n'a plus du tout d'argent pour investir en interne. Et on ne sait pas comment faire pour gérer tout ça. En fait, tout ça pour vous dire que, et j'en suis convaincu, j'ai déjà partagé avec beaucoup de monde, le tout ou rien n'a pas forcément de sens. Le tout ou rien n'a pas de sens. Le cloud public, c'est bien, mais c'est bien parce que ça apporte certaines choses. Le cloud privé ou le cloud interne, c'est bien. Moi, je pense que la tendance actuelle, c'est plutôt de l'hybridation. On fait infogérer où on a son propre data center, donc on a nos VM de gestion qui tournent bien, etc. On sait les gérer, les optimiser. Mais peut-être que sur ces VM-là, il y a des VM qu'on est capable d'arrêter ou redémarrer, qu'on peut peut-être mettre dans le cloud, à voir. Ou alors des notions de PA. Pour des débordements, je vais peut-être avoir besoin d'utiliser le cloud. Il faut l'utiliser intelligemment, en fait. Donc ça, l'approche de bien connaître ces usages est très, très, très important parce que sinon, on va commencer à prendre des mauvaises décisions. À l'époque, c'était plutôt un effet moutonnier. Moi, ce que je constatais, on avait décidé, tout le monde avait dit on va dans le cloud public, c'est une bonne tendance, donc on y allait. Mais, clairement, la tendance actuelle, c'est plutôt l'hybridation et de choisir et de décider. Bien connaître ces usages, on va regarder, c'est être capable de, comme je le dis, c'est savoir d'identifier si on est capable d'arrêter ou redémarrer certaines VM. Capable d'identifier le dimensionnement de ces VM. Est-ce qu'elles sont bien dimensionnées, pas bien dimensionnées? Capable aussi d'identifier les pics, les saisonnalités. Parce que, un exemple tout bête, si j'ai des VM qui tournent tout le temps très faiblement, ça sert à rien que je prenne d'avoir un environnement énorme. Et si c'est juste ponctuel, peut-être que je peux basculer ou prendre du cloud dans ce moment-là. Mon PA ou mon PCA, est-ce que je le fais en interne ou je le fais dans le cloud? Ça, c'est d'autres sujets. Ça, c'est vraiment des décisions stratégiques et il y a beaucoup de possibilités actuellement de délestage ou de choix différents. Il y a le niveau de sécurité qu'on veut mettre derrière. Parfois, c'est aussi des choix, on veut tout garder en interne. Ou alors on veut complètement mettre à l'externe. Et après, ce qui est important, c'est de connaître ses coûts internes. Combien me coûte une VM en interne sur mon infrastructure ou mes coûts globaux par projet, par filtre, etc. pour bien identifier si ça a du sens ou pas de basculer sur tous ces éléments. On va partir sur la démo de DCScope. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Hein. Alors, comment ça marche DCScope? Là, vous voyez mon écran. Donc, comme je vous le disais, DCScope, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui se déploie, c'est une VM qui se déploie sur votre environnement ou l'environnement du client, qui va se connecter au vCenter ou à plusieurs vCenter ou à des ESX autonomes. Et une fois qu'on est connecté, au bout de 2 jours, on a déjà ce type d'écran qui apparaît sans avoir fait aucun paramétrage.
voyez, c'est tout opérationnel. Et derrière, l'outil va permettre, on va garder la granularité très fine. Et là, on a le dashboard et tous les onglets qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Et les paramétrages qu'on va pouvoir faire, c'est tout bêtement créer des filtres. Là, je suis sur une infrastructure de 1343 VM actives, mais je veux peut-être regarder que mes serveurs de test, mes serveurs d'intégration, que mes serveurs de production, que mes filiales. C'est des filtres. C'est des filtres, à la fois des filtres, c'est un lien avec du filtre d'éléments, c'est des regroupements de VM, et un filtre temporel, c'est-à-dire on peut faire des périodes spécifiques. Je veux analyser que sur la période de saisonnalité pour bien zoomer justement mon usage. Je peux aussi, sur mes filtres périodiques, zoomer et faire mes analyses que sur mes jours travaillés. On travaille avec des gros ESN qui ont des serveurs de test. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était analyser l'activité de leur VM que sur les jours de travail. Le lundi au vendredi, de 8h à 18h. Et là, je zoome sur mes analyses que sur ces périodes-là. Une fois que j'ai créé mes filtres, ça se crée en 2 secondes. Je vais pouvoir me balader entre les filtres que j'ai créés. Après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je peux affecter des filtres à des utilisateurs pour qu'ils puissent voir que tel filtre. Là, je vais aller que sur le DC1, Data Center 1. Je vais voir que les données du DC1. Tout est recalculé en fonction du DC1. Donc là, vous voyez, c'est très intuitif, très facile à utiliser. Là, on est sur le dashboard avec plein d'onglets à gauche. Ici, je vais zoomer sur quelques points qui nous intéressent sur ce sujet-là. Là, on est sur une infrastructure on-premise ou infogérée. Ici, ça, c'est toutes les VM actives. Généralement, et là, les codes couleurs, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Les VM vertes, c'est les VM qu'on considère comme bien dimensionnées. Entre l'allocation et l'usage, c'est pas de trop, mais c'est suffisant. Donc, on voit là que généralement, on a 20% de VM vertes. C'est-à-dire que c'est bien, elles sont bien, il n'y a rien. Par contre, les VM jaunes et rouges, jaune c'est surdimensionné et rouge c'est les VM qui font très très peu de choses. Donc surdimensionné aussi. Donc là, on constate que généralement, on a 80% de VM surdimensionnés. Donc là, ça permet de se questionner déjà, est-ce que on ne peut pas déjà optimiser nos coûts en interne, on-premise? Ou alors, si on doit basculer, si on doit décider de basculer chez un infogéreur ou dans le cloud ou dans le cloud public, ben là, on va bien calibrer les VM au bon usage, en fait. Sur toutes ces VM-là, on a des préconisations de redimensionnement. On va, par exemple, préconiser d'enlever ou d'ajouter des vCPU. Tous nos clients qui ont appliqué les recommandations ont gagné à la fois en performance et en capacité. Pourquoi on gagne en performance? Parce que souvent, on a tendance à louer trop de vCPU, ça c'est la virtualisation CRED, et ça va créer des goulots d'étranglement. Et donc, d'avoir le bon niveau de vCPU ou de processeur va optimiser et fluidifier les échanges. Donc ça, c'est hyper important. On a ça sur la partie CPU, on a ça sur la partie RAM, on va optimiser tout ça. Il y a des coûts derrière, etc. Nous, on a des clients actuellement qui sont complètement en mode pass, si on parle du cloud, et ils sont chez un très très gros, ils sont chez IBM pour pas les citer, et tout est géré par IBM, et ils payent vraiment à la taille de leur VM. Ben, ils utilisent des C-Scopes pour faire l'optimiser et rationaliser ça. Et là, ils vont vraiment gagner sur leur coût de leur VM et de façon très très directe en fait. Très très directe parce qu'on va redimensionner, on va optimiser, sans perdre en performance, ce qui est très important. Et je ne sais pas si vous voyez, en dessous, on a la possibilité ici, d'exporter un PowerShell. Nous, on est en lecture seule sur le vCenter, sur les vCenter. Ici, si vous exportez le PowerShell, ça va permettre d'automatiser automatiquement ou de planifier leur dimensionnement sur le vCenter et les redimensionnements. Donc là, le redimensionnement est hyper important, sachant qu'on va aussi identifier ce qui est zombie. Ici, sur cette base de données, on n'a pas, c'est le stockage inutile. Et aussi toutes les VM qui font très très peu de choses, les VM idle, sachant que, là, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais imaginez, vous avez 1000 VM comme ici. Chez tous les clients qu'on rencontre, il y a des VM inutiles. Mais se rendre compte qu'une VM est inutile, c'est très très compliqué. Parce qu'avec la virtualisation, vous aurez même une VM qui est utilisée par personne, elle aura des très belles courbes. Une courbe qui est créée par l'activité de VMware, l'antivirus, la sauvegarde. Même si personne l'utilise, on a l'impression que cette VM est utile. Nous, on a des algorithmes derrière qui permettent d'identifier, de ne pas oublier ces VM inutiles. On est les seuls à le faire avec des notions de bruit, etc. Et donc, on va permettre de ressortir ces VM qu'on n'aurait pas vues, parce qu'elles ont quand même des courbes, mais on va quand même identifier qu'elles sont inutiles. Je repars sur le dashboard.
Donc, toute cette notion de bien connaître, optimiser. Là, en dessous, c'est taux d'utilisation CPU RAM. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que sur toutes ces VM-là, on a des courbes avec une granularité très très fine. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une granularité à la minute, dans le temps. Donc, on est vraiment en capacité de dire mes VM ou mon infrastructure, elle est vraiment très très peu utilisée. Ou alors elle est très. Et donc, je peux calibrer au bon niveau. Donc, vous voyez, on a des compteurs RAM, CPU, disque, réseau. Je peux très rapidement zoomer sur l'activité, sur la minute. Je peux comparer des VM entre elles aussi, comparer des compteurs entre eux. De façon très visuelle, on compare les compteurs. Je peux comparer des VM ou des ESX entre eux, etc., etc. C'est très fluide. Mais les clients hébergeurs, ils utilisent ça aussi pour rendre des comptes à leurs clients. Souvent, on accuse tout le temps l'infrastructure. Mais là, on est en capacité de montrer avec les courbes que non, c'est pas chez nous. Ou oui, effectivement, c'est chez nous, on a eu un problème telle date, etc. Et on l'a corrigé. Ça, c'est hyper important d'être en capacité de rendre des comptes. Et ça, tout ça, c'est lié avec le sujet de bien connaître ce qui se fait. Et là, ce que je vous ai montré là, c'est qu'avec les courbes qu'on voit ici, on a aussi en capacité de montrer que oui, mes VM, j'ai des VM, je suis vraiment en capacité de les arrêter 80% du temps. Et ces VM-là, si je suis en capacité de les arrêter 80% du temps, ben peut-être que ça a du sens. Soit je les arrête en interne, parce que je peux très bien les arrêter sur mon cloud, ou soit je suis capable de dire ces VM-là, je les déporte sur du cloud public, mais comme si je paye à l'usage, je vais les arrêter, les redémarrer en fonction des besoins. On est vraiment dans une logique beaucoup plus dynamique que ce qu'on fait avant. Et l'importance d'avoir cette visibilité, ça permet de prendre ces décisions. Deuxième colonne, on est sur du capacity planning. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on fait souvent du capacity planning au doigt mouillé à la louche. Ce qu'on dit, c'est voilà la tendance sur laquelle on se base depuis qu'on mesure sur le DC1. Si on continue à ce rythme-là, on sera en saturation en août 2021. Voilà potentiellement combien on peut créer de VM selon 3 critères. Alors, je zoome aussi parce que c'est quand même aussi un point important, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a pas mal de clients qui ont beaucoup de VM et qui vont densifier ou mettre les mêmes niveaux de risque sur des serveurs de test que sur des serveurs de prod ou que sur des serveurs de formation. Nous, ce qu'on va préconiser, c'est de voir des niveaux de surallocation différents ou densification de ces serveurs, pour entendre dire, différents suivant l'usage qu'on a derrière. On est sur de la prod très risquée, ben on va prendre ceinture bretelle, comme beaucoup. Par contre, on est sur des serveurs de formation ou de recettes, mais on peut surallouer pour plus densifier ces serveurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit ici? À droite, on dit voilà, on a calculé la VM moyenne sur cette infrastructure. Donc cette VM-là, la VM moyenne consomme 49 MHz, 3 Go de RAM. Sur la base d'une consommation moyenne, potentiellement, on peut encore créer 416 VM. C'est sur la base d'une consommation moyenne. À gauche, si on se base sur les bonnes pratiques d'allocation VMware, si on alloue 4 vCPU par cœur logique, 100% de RAM, 100% de disque, sur ces critères-là, on a tendance à dire on est déjà au taquet. Pourquoi? Ça s'explique parce que ici, j'ai beaucoup de VM rouges et jaunes. Elles ont peut-être une grosse allocation, mais très peu d'usage. Là, on est basé à droite sur la consommation et à gauche sur l'allocation. Et donc, quand on se base que sur l'allocation, finalement, on perd une information. Au milieu, c'est le seuil de risque qu'on va se fixer par rapport à son environnement. Moi, le DC1, c'est un environnement qui n'est pas forcément très risqué. Je sais que j'ai beaucoup de VM qui font très peu de choses. Il y a pas mal de recettes, etc. Donc, je vais pouvoir me permettre la surallocation. Et mon vrai chiffre, c'est plutôt de créer encore 200 VM. Et sur le capacity planning, là, c'était le dashboard. On a un onglet qui prête énormément, et justement pour prendre des décisions de bascule, pas de bascule, où est-ce que j'en suis, etc. Ici, on a nos données d'allocation. Ici, nos données de consommation réelle, avec notre disponible. Là, ce que j'avais vu, c'est, si je continue à ce rythme-là, les dates de saturation. Et en dessous, ça va être les résultats de toutes les simulations que je vais pouvoir faire. C'est-à-dire, je vais pouvoir déployer des VM, supprimer des VM, la même chose avec des ESX et la même chose avec le stockage. Donc ici, j'ai déjà quelqu'un qui a fait une simulation qui a dit, mais moi, je vais créer un nouveau projet avec tant de VM. Donc, je prends des profils de VM que je connais ou alors un profil d'une VM moyenne. J'en mets 10 comme ça. Et si je lance la simulation, il va me dire est-ce que ça passe ou ça passe pas. Mais je peux en parallèle corser la situation en disant je vais simuler un plan de continuité d'activité. Donc, je fais tomber des serveurs physiques en parallèle. Donc là, je lance la simulation. Il va me créer ce projet-là. Il va me déployer toutes ces VM. Il va me supprimer tous ces serveurs physiques. Et en parallèle, il va déplacer ces VM sur les autres serveurs. Et il va me dire tout de suite oui, ça passe ou non, ça passe pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, il me dit globalement, ça passe, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en place.
Et si j'exporte l'information avec le PDF, il va tout de suite me dire, voilà ce qui reste comme disponible. Et si jamais ça avait été KO, c'est-à-dire ça passait pas, il nous dirait tout de suite qu'est-ce qui manque. Nous, nos clients, ils utilisent ça, clients hébergeurs utilisent ça pour valider s'ils sont capables d'absorber un nouveau projet ou pas. Les clients, c'est aussi pour valider le plan de continuité d'activité. C'est aussi, moi, j'ai des DSI, pourtant, c'est pas des gens très techniques, mais qui savent l'utiliser pour dire est-ce que j'ai besoin de prévoir du budget l'année prochaine ou pas. C'est très, très, très utile pour prendre les bonnes décisions et voir où on en est, etc. Dans des cas de bascule aussi, ça permet de vraiment voir l'usage, la tendance. Je ne sais pas si vous connaissez les outils de capacity planning, mais celui-ci est très, très intuitif et plaît beaucoup. Je vais très vite parce que c'est pas ça vous permet de voir un peu l'outil. Troisième colonne, on est sur tout ce qui est levier d'optimisation et coût. Et là, un sujet qui c'est vraiment le sujet aussi du jour, c'est nous, c'est quelque chose qu'on a retravaillé avec des clients. Moi, quand je posais les questions des clients, est-ce que vous savez combien vous coûte une VM en interne, votre coût complet? La plupart des clients n'en avaient aucune idée. Parfois, certains DSI avaient fait un calcul sur un coin de table en prenant quelques trucs, etc. Mais c'est pas précis et c'est pas en fonction de l'usage, c'est pas en fonction des allocations. Là, nous, ce qu'on a fait, vous allez voir, c'est très facile de définir les coûts de nos projets et les coûts de nos VM. On va demander 3 coûts, seulement 3 coûts. Un coût fixe à la VM, ça c'est important. On n'est pas obligé de le mettre, mais généralement, moi, je me dis que j'ai des VM que je gère, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, du moment qu'elles soient démarrées, pas démarrées, moi, il y a un coût fixe à l'année. C'est 200 € par an. Je ne suis pas obligé de le mettre, mais souvent, c'est le coût de personnel divisé par le nombre de VM. Ça ne dépend pas de la taille de VM. Il y a des gens qui gèrent, qu'elles soient petites, pas grosses. 200 € par an par VM. Ça, c'est le coût fixe. Après, j'ai un coût giga de stockage. Soit c'est global, soit par data store. Parce que si j'ai du disque rapide ou du disque lent, ce n'est pas le même prix. Ça peut être 5 fois, 10 fois plus cher. Après, le coût très important, c'est combien me coûte un ESX à l'année. C'est l'amortissement du matériel, la part VMware, la part antivirus, la part sauvegarde, etc. Tout ce qui va être lié à mon infrastructure. Ce coût-là est hyper important parce que derrière, moi, comme j'ai la vision de la taille de l'infrastructure, je suis capable de dire combien me coûte le CPU, combien me coûte la RAM. Et avec ces 3 inducteurs de coûts, donc les clients, je suis capable de dire combien me coûte mon projet DCA, ou tous mes projets, mes filtres, ou toute mon infrastructure. Et si je clique dessus, j'ai le détail VM par VM. Et donc là, je sais exactement quel est mon coût de ma VM en interne, mon coût complet. Et ça, quand on revient sur le sujet de combien me coûtent vos VM dans le cloud, là, combien me coûte ma VM dans mon cloud privé, je sais. C'est hyper important pour plein de raisons. Mais si on pose la question, est-ce que ça a du sens ou pas de basculer ailleurs, il faut déjà savoir combien ça me coûte en interne. 2, c'est quand même pas mal pour des DSI de se positionner plus comme une logique de centre de profit, d'identifier, nous, c'est nos coûts d'usage, etc. Ça, c'est hyper important. Les DSI sont friands de ça et ça plaît beaucoup. 3, il y a aussi un autre intérêt, c'est que ici, vous voyez, on affiche le gaspillage. Le gaspillage, c'est une autre façon d'afficher le rouge ou le jaune. Et souvent, là, on prend des infrastructures où il y a des équipes études et équipes production. Quand on commence à dire, est-ce que, et souvent il y a des frictions, mais côté études, ils disent, est-ce que vous pouvez me créer une VM de 8 vCPU, 32 Go de RAM, une grosse VM, etc. Côté prod, ils disent, vous êtes sûr, vous avez besoin de tout ça? Ils disent, oui, on a besoin de tout ça. Donc on crée la grosse VM, et après on se rend compte qu'elle est utilisée à 5%. Toujours cette même logique d'optimisation et de rationalisation. Quand on leur dit, est-ce qu'on peut la redimensionner? Ils disent, non, ça marche bien. Par contre, là, quand on leur dit, vous voyez ces grosses VM, ces VM qui ont une grosse allocation, combien elles surcoûtent? Ben là, c'est bizarre, le levier pour la redimensionner, il est beaucoup plus fort. Ça marche, c'est bizarre, hein, dès qu'on parle d'argent, ça marche beaucoup mieux. Ça, on essaie sur les prix du cloud interne, en fait. Vous voyez? Et donc, on est capable de savoir combien ça nous coûte en interne. Ici, on a un module qui est optionnel. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, ce module? Vous avez vu, nous, on a la vision de toute l'infrastructure du client ou l'infrastructure de toutes les VM. On est capable de savoir quels sont leurs usages, leurs allocations. Et donc là, dans le module Cloud Pricing, qu'est-ce qu'on fait? On va croiser la vision de l'infrastructure du client avec les price lists de tous les gros clouds publics, en fait. On va être en capacité de croiser automatiquement tous les price lists. Et si je prends l'exemple, par exemple, d'Amazon, qu'est-ce qu'on a fait? On prend toute l'infrastructure qu'on a, ou le filtre, hein, on va prendre ou un sous-ensemble, et on a automatiquement croisé en disant, ben voilà, cette infrastructure,
le DC1, si je prends tout et que je bascule en IaaS, en mode IaaS, pur, sans changement, c'est là où il faudrait autant de VM T3A X large, autant de T2 X large, etc., etc. Donc avec chaque fois les références, les catégories. Là, on est parti sur la partie compute. On fait la même chose sur la partie stockage. Ça nous permet aussi d'avoir tout le détail VM par VM. Vous voyez, c'est un temps, si on doit le faire à la main, c'est un temps fou, mais en plus, là, on est sur l'usage réel. On est capable aussi, très rapidement derrière, de, hop, je vais un peu plus loin, d'aller plus loin dans les settings. Ouais, j'ai un problème. Ah, voilà. Ici, on peut changer les data centers. Moi, je veux plutôt aller sur celui de Paris. Je veux plutôt pas faire de la réservation un an, mais je veux faire du on-demand. Et automatiquement, les prix sont changés. Donc, on est capable de prendre toutes les décisions qui vont bien. Alors, attention, ce qu'on dit, ça, c'est pour ça que tes partenaires, c'est pour nos partenaires, pour faire des audits, etc. C'est que ça, nous, on a une vision, on a croisé la vision de l'infrastructure avec les price lists des clouds publics. Il faut rajouter de l'intelligence aussi derrière, parce que par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai vu, côté OVH, c'était beaucoup moins cher parce que eux, ils ne vont pas chiffrer tous les OS aussi, toutes les différences. Donc, il faudra mettre ça. Après, ce qu'on dit aussi, c'est qu'attention, là, on est sur des coûts qui sont juste avec les coûts qu'on est capable de ressortir. S'il faut rajouter du coût réseau, du backup, les prédictions sur le prévisionnel aussi, les coûts de personnel, elles ne sont pas dedans. Et donc là, il faut tout mettre en compte. Nous, ce qu'on constate, ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est que finalement, sur des VM de gestion qui tournent tout le temps 24 sur 24, etc., sur des VM de gestion classiques, quand vous êtes en infogéré, vous êtes en interne sur du on-premise, généralement, ça coûte plus cher d'aller dans le cloud public. Et donc, j'en reviens un peu à l'introduction que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut être plutôt en capacité de choisir et de décider qu'est-ce qui a du sens ou pas d'y aller. Et c'est vraiment le but de la solution, c'est de faire ça, c'est de se dire, voilà, j'ai des VM en interne, j'ai des particularités sur certaines VM, j'ai des choix particuliers stratégiques aussi. Et là, je vais choisir si ça a du sens ou pas de le faire. Nous, on a des clients, le module, il a permis, nous, on peut les citer, ils ont fait un témoignage pour nous. Le CCI Pays de la Loire, les CCI ont souvent beaucoup besoin, ont des problèmes de trésorerie. Il y a eu un moment, il y a des problèmes de trésorerie. Ils avaient des CSCOP et la direction générale de la CCI a dit nous, on a entendu dire qu'Amazon, ça coûtait rien, ou Azure, je crois plutôt. Et on va supprimer votre data center, on va tout mettre dans Azure. Donc le DSI, le directeur infra, ils ont dit ouais, on va peut-être faire une étude de coût avant, on va peut-être analyser tout ça. Ils ont ouvert le module cloud pricing, c'est pas très cher. Ça leur a permis de montrer et de prouver à leur direction générale que c'était beaucoup plus intéressant de continuer là où ils étaient et de réinvestir plutôt dans des serveurs physiques et que c'était rentabilisé en moins de 2 ans. Et on voit que là, c'est très visuel et ça permet de façon très visuelle d'identifier les coûts et même ça peut se montrer à une direction générale. Ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que ici, on a également la capacité d'afficher combien ça coûterait si on appliquait toutes les recommandations qu'on a vues plus loin. Donc, repositionner au coût en ayant optimisé. Et donc là, on va appliquer toutes les recommandations qu'on a ici et automatiquement recroiser avec les nouveaux profils qu'il y a derrière. Voilà, vous voyez, c'est très riche, etc. Mais c'est un sujet qui est complexe, donc nous, on apporte toute cette vision de, il y a le cloud public, le cloud public, etc. Après, il y a toujours des cas particuliers chez des fournisseurs. Le gros intérêt aussi de la solution, c'est que, comme je disais en introduction, c'est qu'on est complètement agnostique. Nous, on n'a aucun intérêt à se dire aller là ou aller ailleurs. On est payé par personne. Nous, on va plutôt vous dire ça va coûter ça, ça minimum c'est ça, et réfléchissez bien avant d'y aller. Et posez-vous les bonnes questions. Ou les partenaires qui vont utiliser la solution avec vous vont vous amener à ça. Voilà, sur le cloud. Donc, vous voyez, c'est vraiment le sujet de base là-dessus. Après, si je reprends, là, je vous ai repris toute la partie cloud, donc, pricing, etc. Si je refais une petite vue très rapide de ce qu'en font le reste de la solution, c'est que sur la partie coût, on est capable, nous aussi, vous l'avez vu en introduction, on vient du monde du Green IT, on est capable, nous encore, de remonter la consommation électrique des serveurs physiques. Et on est capable aussi d'afficher
un coût électrique à la VM. On est les seuls à le faire. On a des algorithmes qu'on a fait valider par l'Agence de l'environnement notamment. On est capable de dire, voilà, chaque VM, combien elle coûte, d'un point de vue électrique et d'un point de vue CO2 aussi. Je vous en parle parce que le sujet Green IT est un sujet qui revient de plus en plus. Et vous, on-premise, on est capable de savoir combien nous coûte finalement le coût CO2 de notre infrastructure. Dans le cloud, c'est vrai que nous, on travaille sur le sujet, on a du mal à voir ces événements-là, ces points-là. Potentiellement, on pourrait se dire que c'est mieux parce que c'est mieux utilisé, mais on n'a aucun chiffre là-dessus. C'est très compliqué d'avoir des chiffres. Et clairement, c'est un sujet qui revient de plus en plus. On a beaucoup d'appels entrants sur ce sujet. Là, on vient de signer un très beau contrat avec Pôle emploi, où Pôle emploi, ils vont afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques avec des CSCOP. C'est quoi l'objectif? Déjà, c'est complètement novateur. C'est déjà de sensibiliser sur le coût électrique du service informatique et aussi d'optimiser derrière. Martin, Ouais. excuse-moi de t'interrompre, tout ça c'est bien passionnant. J'en profite parce qu'il y a quelques questions qui sont Ah oui, apparues au fur et à mesure. ah ouais, Je vais juste les poser pour que tout le monde soit informé et puis je te laisserai répondre. Donc, une des premières questions, c'était est-ce que le produit est multitenant et à savoir une appliance pour plusieurs vCenters? oui, tout à fait. Nous, on peut mettre autant de vCenter qu'on veut sur DC Scope et on peut même autour de VSX autonomes même qu'on veut et tout peut être sur la même console. Et après, on peut gérer ses niveaux de filtre et d'autorisation comme on veut en fait par rapport à ça. Donc oui, on est complètement multitenante. On peut par exemple on a des clients qui ont un vCenter en interne et un vCenter sur du cloud infogéré et on voit tout dans la même console. Ok, super. Et de la même personne, il y a une demande d'exemple de reporting. Ah, des reporting. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le montrer non plus. Les reporting qu'on a, bah déjà, sur la partie cloud pricing, c'est très visuel. Vous avez tous les reporting. Vous pouvez exporter tout ça, tous ces rapports de façon très visuelle. Un peu comme ce que vous avez ici. Et ça, c'est les parties plus cloud pricing. Export in CSV, vous avez toutes les infos. Sur la partie reporting, on a deux visions de reporting. Nous, on a une vision très direction générale, on va dire manager, pas technique. C'est-à-dire des indicateurs tout bêtes. Est-ce que moi, je pose toujours la question à mes clients, est-ce que vous êtes capable de dire combien vous avez créé de VM depuis le début de l'année, combien vous avez supprimé, ajouté, etc. Quelle est la tendance? C'est tout bête comme indicateur en termes de suivi, mais personne ne l'a en fait. Donc là, sauf si on le suit à la main, etc., de façon très visuelle, vous voyez l'évolution de votre parc, mois par mois. Imaginez, vous êtes passé de 600 à 800 VM. Bah, c'est logique d'aller voir sa direction générale en disant on a plein de projets qui ont été créés, pourtant on a supprimé, on a fait la suppression, on est capable de retrouver tout ce qu'on a supprimé aussi. Bah, il faut qu'on rachète peut-être des ressources et peut-être qu'on embauche quelqu'un. Là, c'est une vision très plutôt pilotage. Mais on a aussi des reporting. Un rapport, ça se crée en 3 clics. Hein, si je fais Neovad, hop, ça se fait un peu en français, en anglais, espagnol. On peut avoir un rapport pur à la VM ou pure infrastructure. Ici, on va dire si je le vends en automatique, je mets oui et je mets à qui je l'envoie et à quelle périodicité. Là, je mets non. Après, je dis sur quel filtre je me base. Donc, mes filtres, si j'ai des clients, si c'est des clients, si c'est des filiales, j'adresse à qui je veux mon rapport et je le zoome. Par exemple, je prends que le DC1. Et après, je vais choisir mes pages. Donc là, j'ai toutes mes pages. Ça, c'est plutôt technique, optimisation, recommandation. Et ça, c'est plutôt manager. Bon, là, j'en ai qui sont. Je ne vais pas le lancer parce que ça va prendre une minute, mais j'en ai déjà qui existent. Je vais pouvoir prendre celui-là parce qu'il sera en espagnol. Hop, je vais prendre celui-là. Donc là, vous avez un rapport préformaté. Vous avez soit un PDF, soit un Excel. Vous mettez votre logo et automatiquement, vous avez tout qui est paginé. Bon, là, c'est un rapport un peu fourre-tout. Il y a tout qui a été mis. Mais là, on a un rapport complet comme ça. Juste, je vous expliquais tout à l'heure qu'on est capable d'identifier les VM inutiles et de ne pas en oublier. C'est cette notion de bruit, en fait, qui est ici. Bon, je vais passer assez vite parce que j'ai le truc GoToMeeting qui me gêne. Donc, bon, c'est pas grave, on reviendra dessus. Donc Tu là, peux il y a cliquer sur la petite flèche rouge hein, qui peut te Ouais, déplacer. je suis en train de l'enlever. Hop. Ouais, ici, juste pour de façon très visuelle, je vais vous expliquer l'histoire des lazy, des idle. Je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile d'identifier qu'une VM fait rien et de ne pas en oublier des VM inutiles. Nous, on a ce tableau qui permet de façon très simple et efficace de voir quelles sont les VM inutiles et de ne pas en oublier. La VM 128, vous voyez, il y a 4 colonnes. 100, 99, 99, 99, 9 et 99, avec 3 sous-colonnes, 2, 5, 10. La VM 128, elle a des croix partout.
Donc, elle a une croix dans la sous-colonne 2. Donc, ça veut dire que 100% du temps, cette VM-là n'a jamais dépassé 2% d'activité en CPU et en RAM. Donc, forcément, comme elle n'a pas dépassé 2, elle n'a pas dépassé 5, ni 10, etc., elle a des croix partout. Donc, ça, c'est les VM à voir en priorité qui font le moins de choses. Après, par exemple, si on voit celle-ci, c'est 100% du temps, elle n'a pas dépassé 5% d'activité, etc., etc. Nous, chez les clients, on a identifié des VM inutiles alors qu'ils avaient qu'une croix que dans la dernière colonne. Ça, c'est tout bête, mais ça permet de faire des gros nettoyages et des économies. Ça fait partie du retour sur investissement. Donc, voici la tête des rapports. Il y a beaucoup de choses. On va voir le chemin des zombies, on va voir la consommation électrique des VM. On a des API aussi, sur lesquels on peut récupérer des infos. On a vraiment beaucoup de choses. À la fin, je vais vous montrer plutôt la fin. Le rapport a plutôt, on a essayé de penser qu'est-ce qui serait utile sur le bureau du directeur infrastructure. Voilà, on a un rapport qui nous dit l'évolution de mon parc, combien j'ai de VM qui tournent, combien j'en ai qui sont éteintes, combien je peux créer encore de VM, qu'est-ce que j'ai créé le dernier mois, supprimer le dernier mois. Vraiment de façon très visuelle, l'évolution, etc. Voilà l'exemple de rapport qu'on a. Ok, Il y a d'autres ok, questions. on couvrira plutôt à la fin la partie licensing parce qu'il y a des questions sur la partie licensing. Donc, Oui, c'est clair que c'est à la VM pour faire simple, hein, c'est au nombre de VM et puis soit en acquisition, soit en location. Mais on reviendra là-dessus en fin d'échange. Il y a une question quels sont les droits nécessaires pour l'infrastructure de mon infogéreur pour consolider avec mon infrastructure on-premise? La en question fait, est claire. nous, il suffit de déployer la VM au DCScope, en fait, l'OV1. Il faut avoir accès en lecture seule au vCenter et au vCenter. Et une fois qu'on a accès en lecture seule au vCenter et qu'on est connecté, on stocke toutes les données qui nous sont utiles dans notre base de données et c'est opérationnel. Il faut juste un accès en lecture seule. Et idem pour les flux vers mon infogéreur et dont le VC et ou les ESXi. Donc c'est juste un compte, c'est Ouais, ça? ça marche aussi. Ça marche. En fait, la seule contrainte qu'on ait, c'est qu'il faut qu'on ait accès au vCenter. Ok, j'espère que ça répond à la question. Il semblerait que oui. Et il y a une autre question de mon ami Christophe Tricard que je salue. Bonjour, faut-il un transfert de compétences pour utiliser seul? Et si oui, combien de temps à prévoir ou est-il préférable d'avoir un accompagnement? Alors, sur l'aspect de l'outil complet, généralement, ce qui est prévu, ce que vendent nos partenaires, c'est quand on vend la solution, on propose 2 jours d'accompagnement. Et 2 jours d'accompagnement, c'est quoi? C'est une demi-journée de formation à distance, parce que c'est assez complet, ça permet de prendre la main. Et le reste du temps, c'est plutôt de l'accompagnement pour travailler sur des sujets concrets, précis. Par exemple, le pricing. On va ajuster le pricing pour le client. Le capacity planning, le troubleshooting ou l'alerting. Là, je vous montre l'alerting. Ce que je vous ai pas dit, c'est que l'alerting, on a un module d'alerting complet qui fait de l'alerting temps réel, classique. Je me suis mis des seuils sur des VM dès qu'elles dépassent des seuils de bonne pratique, etc. Mais j'ai aussi un alerting pilotage. Alors, je m'explique. C'est du style, alertez-moi quand je suis à saturation sur mon infrastructure dans moins de X jours. Je sais que mon infrastructure grossit régulièrement, mais je ne veux pas être le nez collé derrière mon infrastructure pour prévoir de racheter. Et là, je suis alerté quand dans 2 mois, je suis à saturation. Alertez-moi quand j'ai une VM qui dépasse un coût énorme parce que quelqu'un en interne a créé une grosse VM et alors que ma politique en interne me dit je ne dois pas le faire. On est vraiment sur un alerting plutôt pilotage à ce niveau-là. Et donc, je suis parti un peu dans tous les sens. C'était quoi la question? Excuse-moi. Alors, la question, c'est le niveau de compétence pour Ah utiliser, oui, être autonome sur la ouais. plateforme Voilà et ce que je combien de disais, temps à prévoir. ouais, voilà, c'est généralement on prévoit 2 jours, mais il y a 2 jours, une demi-journée de formation à distance et le reste c'est de l'accompagnement et sur des cas précis. Mais l'outil est hyper intuitif. Vous voyez, on a une documentation ici en ligne en français qui reprend exactement l'arborescence de ce que vous voyez ici, avec toutes les explications à la fois sur les compteurs, sur les choses comme ça. Après, si vous êtes déjà entre guillemets expert VMware, etc., souvent ce qui fait que la complexité de VMware, c'est la connaissance des compteurs et des savoir-faire sur les compteurs. Donc Justement, là, on n'a pas. il y a une petite question à ce sujet sur les paramètres coût fixe de VM ou ABAC. Où est-ce qu'elles sont prises exactement? Mais ça va être vous ce que vous décidez de mettre dans vos coûts, en fait. Et donc ici, le C'est coût ce que tu fixe, montrais un petit peu lors de ouais. la présentation. Le coût fixe, généralement, c'est le coût humain.
Généralement, c'est le coût de masque. Ouais. On peut rajouter des fois un peu du coût, si j'ai le coût de l'immobilisation en fait, de ma salle serveur, si je sais combien elle m'a coûté, ou l'amortissement, je peux le mettre aussi un peu là-dedans, parce que on l'a payé un jour. C'est un peu, on va décider ce qu'on met dedans. Moi, j'ai des clients, ils mettent pas de coût fixe. Des fois, ils mettent que du coût variable, que lié au niveau de la VM. C'est un choix, une décision en interne. Mais la plupart du temps, on met ces trois coûts-là. Ok. Il y avait une question également sur les coûts, sur la partie pricing des cloud providers. Ouais. Est-ce qu'elles sont récupérées en API ou comment elles sont récupérées? En fait, nous, on va récupérer chez nous, en fait, on a une price list. En fait, c'est ici, vous voyez, price list. Nous, régulièrement, on va mettre à jour notre grille de prix. Donc, oui, il y a des API chez les cloud providers, pas chez tous. Microsoft à dire, c'est pas forcément complètement ouvert. Donc, nous, on va se créer notre propre base de données en simulant, en fait, des choses comme ça. Mais une fois qu'on a créé notre price list, qu'on a mis à jour, vous voyez, elle est mise à jour récemment, le 18 mai, en fait, il suffit d'appuyer ici, ça va rechercher la mise à jour que nous, on a générée. Oui, on va chercher les API, mais pas en direct, parce que souvent, la VMDC Scope n'a pas accès au web et pas accès vers l'extérieur. Donc, ça se fait en deux temps. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je pense que tu as été clair. Il y a une question sur la base de données, savoir si la base de données est intégrée ou pas. Oui, oui, tout est intégré en fait. C'est vraiment une appliance complète. Ce qui fait aussi la force, c'est qu'on déploie, c'est installé et il n'y a rien à toucher. Et même pour la mise à jour aussi de la solution, etc., c'est vraiment, on a essayé de limiter au maximum les usages, le temps de mise à jour, etc. Par exemple, si jamais il y a les mises à jour que vous devez faire, hop, non, je me trompe de côté. Ici, il faut faire juste ça. Ben non, c'est moi qui suis pas réveillé. Il faut juste aller, oui, voilà, c'est ça. Upload DC Scope Update. On vous envoie les mises à jour. Et il suffit de télécharger la mise à jour et de l'installer. Super. Il y a des questions aussi sur les plateformes. Donc, en effet, vCenter ou ESX est supporté. On demande s'il y a d'autres connecteurs qui existent ou bien sont dans la roadmap. À ce titre, il y a également une question sur l'évolution pour fonctionner sur d'autres plateformes que VMware. Ouais, la question est bonne et on nous la pose tout le temps. Pour l'anecdote, quand on a créé la société au début avec notre Modinet qui n'était pas un vrai besoin, on était multi-hyperviseur. On était Xen, KVM, Hyper-V et VMware. Je trouvais que c'était un super avantage concurrentiel, mais tout le monde était VMware, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Et donc, on a décidé pour l'instant de se focaliser pur VMware pour plusieurs raisons. Un, le marché. Deux, aussi parce que c'est un monde complètement ouvert, il y a beaucoup, beaucoup de compteurs. Et si on devait faire la même chose sur du Hyper-V ou du Xen ou du KVM, on devrait être beaucoup plus intrusif. Donc, ce qui fait qu'on est focalisé VMware. Et là, on va plutôt s'ouvrir. L'objectif, c'est plutôt dans la feuille de route. Il y a deux axes. Il y a l'axe, on va dire, conteneur. Et l'autre axe, ça sera hybridation. Voilà, dans la feuille de route, en fait. Mais pas forcément sur du Hyper-V. Voilà, du Xen quand même. Parfait, je crois que c'est clair. Il y a une question sur la partie alerting. Ouais. Est-ce qu'elle peut remplacer certains outils de supervision de type Nagios ou Zabbix? Oui, elle est très précise et complète, l'alerting, au delta près que nous, on a la vision que des purs, que la partie VMware. Mais si on se focalise que sur la partie VMware et toutes ces parties-là, oui, on est très complet, même très précis. Et on peut faire même des combinaisons d'alertes sur les notifications, etc. Okay. Bon, très intéressant. Alors, on va revenir sur peut-être la partie modèle de licensing et de Ouais. pricing qui est proposé de la part de EasyVirt. Ben, comme tu disais, Jérôme, nous, on a essayé de faire un modèle simple et qui, comme je vous disais aussi, on a un retour sur investissement assez rapide. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que nous, on fait un modèle en fonction du nombre de machines virtuelles. Donc après, on a des tranches si on a beaucoup plus que 1000 VM, etc. Mais faut savoir que sur une infrastructure de 100 à 500, 600 VM, le prix public, soit en location, soit en achat, parce qu'on fait les deux modes. En location, on est sur du 2 euros par VM et par mois, ou 24 euros par an par VM. Et en prix d'achat, on est à 54 euros, plus 18% de maintenance. Et tout ça, c'est hors module cloud pricing. Le module cloud pricing se rajoute à ça
en fonction de si c'est sur un audit sur 2-3 mois, on a des tranches de budget. Donc, quand on prend le module Cloud Pricing, il faut prendre DC Scope plus une surcote Cloud Pricing. Voilà, ça, pour bien comprendre que le module pricing, Cloud Pricing est à part. C'est pas intégré dans les indications de prix que tu nous as données. Il y a toujours pas mal de monde qui est connecté. Est-ce que tu veux ajouter certains points particuliers que tu n'auras pas couverts, Martin? Peut-être insister sur la partie test, évaluation, la possibilité de télécharger le produit directement. Oui, c'est ça. C'est vrai que si vous allez sur notre site, c'est vrai que c'est une bonne idée là. Le mieux, c'est de tester. Nous, ce qu'on voit avec les ventes, ce qui se fait le mieux, c'est vraiment la démo chez le client sur ces données. Donc, nous, ce qui se passe, vous avez un client ou vous êtes client, vous voulez installer, vous faites free trial. Là, vous obtenez tout de suite le formulaire. Voilà, ça arrive un peu. Le formulaire de téléchargement. Je ne sais pas si c'est GoToMeeting qui me prennent. En tout cas, vous faites free trial. T'as pas payé ton abonnement Internet ce mois-ci, peut-être pas. C'est ça, c'est à la maison. Donc, voilà, vous avez le formulaire, vous mettez nom, prénom, etc. Si jamais c'est vous qui avez demandé au client d'installer, n'oubliez pas de dire que vous avez été connu par X partenaires, etc. Mais il faut bien le cibler parce que nous, on a pas mal de téléchargements en direct, donc on veut être capable de cibler d'où ça vient. Une fois que qu'on a saisi ça, ça permet de télécharger la solution. C'est tout bête. On crée un compte en lecture seule, comme je disais tout à l'heure. On se connecte à l'interface. Il y a un wizard. Le wizard d'installation très simple d'utilisation. À l'issue de l'installation, vous obtenez une clé produit. Une clé produit en mode démo, elle n'est pas limitée en nombre de VM, elle est juste limitée sur 30 jours. Vous nous l'envoyez, c'est la clé produit, on vous envoie une clé de licence qui est limitée sur 30 jours, mais pas limitée en nombre de VM et hors cloud pricing. Par contre, il faut nous préciser si vous avez besoin du cloud pricing. Et il faut nous voir avant pour le devis. Alors justement, à ce titre, il y a une question sur le module Cloud Pricing, comme on a parlé, on a donné des indications de prix. Une personne qui souhaitait connaître le prix du module Cloud Pricing, mais là c'est plutôt une offre de service. Ouais, c'est vraiment en fonction du volume. Je veux pas dire de bêtises, c'est de lier à la demande, mais c'est pas très élevé. Par exemple, sur les infras de moins de 100 VM, c'est 1000 € de mémoire et ça monte progressivement en fait. C'est vraiment, ça permet de gagner du temps pour le partenaire qui fait l'audit et ça lui permet quand même de faire du markup sur son conseil. Donc nous, à notre niveau, on peut vous aider, hein, évidemment, que ce soit les partenaires ou les clients, à qualifier le produit, à vous accompagner avec les équipes de Martin. C'est vrai que depuis qu'on travaille avec Martin, voilà, ça donne une dimension nationale, beaucoup de nouveaux projets. Et puis Martin va aussi pas mal travailler sur la partie internationale où il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on est à votre disposition pour vous aider dans vos tests, dans vos qualifications, dans la partie pricing, dans des devis, etc., etc. Oui, complètement en phase. Ce que je ne vous ai pas montré, il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas montré encore dans le produit, mais ce sera l'occasion de le tester. Là, le troubleshooting, ça permet de zoomer très rapidement là où il y a des problèmes. En fait, de façon très visuelle, tac, net, etc. Ça sera pour une autre fois. Il y a plein de choses, c'est riche. Non, mais tu peux donner quelques précisions là-dessus. Enfin, je pense que les gens sont restés connectés. Donc le troubleshooting, juste en 2 mots, la complexité, justement, vous avez vu, nous, on analyse les VM dans la durée. On sait très bien qu'une VM, elle dépasse régulièrement des seuils de bonne pratique. Par exemple, une VM va dépasser le seuil de latence 10 de 30 millisecondes. Normalement, c'est pas bon. Mais si on était alerté à chaque fois qu'une VM dépassait 30 millisecondes de latence 10, on recevrait des alertes sans arrêt et on les regarderait plus. Ça n'a pas de sens. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, dans le troubleshooting, on va analyser les VM dans la durée. Et dès qu'une VM va dépasser régulièrement des seuils de bonne pratique, on va la passer en orange ou rouge. Et s'il y a de plus en plus de problèmes, il y a une notion de dégradation, la flèche va monter. Donc on a un double contrôle. Et on va pouvoir toutes les VM qui se dégradent depuis régulièrement. Et on va zoomer sur quel compteur il y a un problème. Par exemple, celle-ci, c'est le CPU. Quel est le compteur? C'est que la VM est surchargée. Et tout de suite, on va zoomer et voir ce qui se passe. Et là, le seuil, c'est le seuil rouge. Et on voit quand est-ce qu'elle elle dépasse le seuil. On va pouvoir zoomer. Et on voit sur cette VM-là qu'il y a clairement une saisonnalité ou une périodicité plus qu'une saisonnalité.
et tout le temps à 19h, je ne sais pas si je la connais pas, ça ouais, 19h ou 1h du mat, pour voir, ça se reproduit. Alors peut-être que c'est la sauvegarde, c'est pas forcément un problème. Et si ça se passe en journée, ben oui, c'est peut-être ça qui pose problème. Vraiment, c'est une logique de faire gagner du temps aux utilisateurs, aux administrateurs et zoomer tout de suite là où il y a des problèmes. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Après, ce qu'on a aussi qui plaît bien et qu'on a rajouté, par exemple, si dans la vue synthèse serveur, ici on a aussi du troubleshooting au niveau serveur, etc. Mais on va pouvoir aussi, hop, ici en dessous, c'est assez intéressant, c'est qu'on va zoomer très rapidement pour voir quelle est l'activité du serveur physique et quand est-ce qu'il tourne sur différents critères. Là, on voit en un coup d'œil, ça c'est les différents jours de la semaine, les différentes heures, on voit en un coup d'œil que ce serveur physique, sur la partie CPU, bah, finalement, il tourne plus la nuit que le jour. Donc si j'ai besoin de lancer des traitements, il faut peut-être plutôt que je lance le dimanche 10 en journée, et ça perturbera personne, ou en tout cas pas le serveur, plutôt que de le faire finalement un vendredi 13 la nuit alors qu'il y a déjà beaucoup de traitements. Vraiment, tout l'objectif, c'est de donner de la visibilité sur tout ça. Et de bien connaître. Mais n'hésitez pas, hein, le mieux, comme tu disais, Jérôme, c'est d'installer, de tester, de nous contacter, d'échanger. Comme je le disais, on a tout ce qui nous fait notre pub, entre guillemets, c'est nos clients qui parlent beaucoup de nous, Neovan, nos partenaires, et puis le réseau des VME, des utilisateurs et le bouche-à-oreille. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de nous et tester. Mais Oui, il y a pas mal de vidéos sur YouTube de témoignages clients ou sur ton site Ouais, internet. Il y a pas mal de exactement. qui Et expliquent un c'est petit vrai peu qu'il comment. y a un point que j'ai pas cité et qui est très important aussi, c'est que nous, on veut toujours que l'outil soit vraiment plaise aux clients et soit vraiment adapté aux besoins. Et c'est un peu ce que j'ai dit depuis le début. Nous, ce qui fait la force de l'outil, c'est qu'on est sur des cas d'usage. Donc, tous nos clients ou partenaires qui sont clients ou partenaires, on les engage à remonter des besoins. Et si c'est utile et ça a du sens, on les intègre. Et on les intègre plutôt vite. Moi, j'ai une équipe technique qui est très forte. Et on est capable d'adapter et d'ajuster notre solution pour qu'elle soit la plus performante possible et qu'elle soit répondre complètement aux besoins. Et ça, c'est aussi un point important, c'est que par rapport à d'autres éditeurs, ben, on colle à votre, on est plus souple, quoi. On va dire, on n'est pas VMware. Alors, ce qu'il faut valoriser, c'est aussi le Made in France quand même, hein, parce que c'est Oui, vrai qu'on a des interlocuteurs locaux qui parlent notre langue, qui savent réagir rapidement, qui peuvent, dans une roadmap, apporter des fonctionnalités propres à ce que demandent les clients. Voilà, ça c'est aussi très intéressant, un excellent pricing, hein, puisque s'il y a un ROI très rapide, mais surtout des interlocuteurs très réactifs, hein, disponibles. Voilà, ça c'est aussi un gros avantage, hein, et valoriser le Made in France aussi. Souvent, on va trouver des solutions aux États-Unis qui coûtent des fortunes, avec des gens qui ont levé des fonds à n'en plus finir, alors qu'en France, on a quand même un savoir-faire assez impressionnant, et on travaille, nous, avec quelques éditeurs français qui sont vraiment excellents, dont DCScope, et qui gagnent vraiment à être connus. ouais, je peux être qu'en phase, Jean. Alors, il y a une petite question de nouveau qui vient d'apparaître. Pour une infra d'à peu près 1000 VM, quelle est la consommation de la solution en ressources RAM et CPU? Alors, on nous pose souvent la question, et surtout au début, quand on était une startup où on avait très peu de références, on nous a toujours challengé sur le fait est-ce que ça va perturber notre infrastructure. On a été testé par des hébergeurs, on a été testé par des hôpitaux, on a été testé par plein de monde. Ça n'a pas d'impact sur votre infrastructure. Voilà. Je n'ai pas de chiffre exact, mais ça vraiment, il n'y a aucun impact sur les performances globales de l'infrastructure. Et le mieux, c'est de le tester chez vous. Vous verrez. C'est donc négligeable. Ouais, complètement. Et c'est un Ok. point hyper important. Il faut savoir qu'on a beaucoup optimisé tout ce qui est en dessous. Là. Mes équipes, en fait, ce que vous voyez là, l'interface, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Il y a un très gros travail sur la base de données, sur l'optimisation, sur les flux. Et on est capable, sur une DC Scope, maintenant, à intégrer des VM de plus de 10 000 VM. En fait. Parfait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Martin? Sinon, on va libérer la plupart des personnes. Mais j'ai une question. Alors, quelle est la taille de la VM qui héberge DCScope? Alors, suivant la taille de l'infrastructure, on est sur une base de données qui est négligeable. On l'a ici ou pas. Sur une base de données de moins de 1000 VM, on est à 2 vCPU, 8 Go de RAM et 256 en fin provisionning, quoi, de mémoire.
Et après, si on est sur une plus grosse base un plus gros compte, on est plus gros. Voilà, exactement. Je ne suis pas trompé. Tac. Et ouais, c'est petit et c'est très facile à installer. Super. Je crois que les gens remercient en tout cas. Il y a eu pas mal d'intérêt sur la solution. Il y a eu des remerciements, des félicitations. Donc c'est très Ah, positif. ah, bah, super. Euh, il y avait quand même beaucoup de monde à cette session. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, 1 heure pour découvrir une techno utile avec un ROI qui vous permet d'optimiser votre data center, d'estimer les prix dans le cloud public. Voilà, n'hésitez pas à regarder régulièrement les informations postées par Neovad. Voilà, on est une jeune société, on a 5 ans d'existence, on a des produits, encore une fois, qui gagnent à être connus, qui seront certainement les leaders de demain. C'est important de les faire connaître, de les tester. Et voilà, on s'engage sur la qualité de nos offres qu'on maîtrise très très bien. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci infiniment à toi, Martin. C'est un plaisir de travailler avec toi et avec Bah, tes merci, Jean. équipes. Ouais. Et on va continuer le plus longtemps possible. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, soit envoyer des mails à Martin, soit m'envoyer des mails aux équipes Neovat qui vous répondront le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite une excellente Merci. journée à tous. Merci, Merci à tous. Martin. Ouais. Merci À à vous toi le mot de tous. la fin Bonne et journée. à très bientôt pour vous voir comme client. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.